Bonjour à tous et à tous. Je suis le docteur Sylvie Kelly, je suis directrice de projet sur cette campagne de vaccination HPV en milieu scolaire. Merci beaucoup de vous être connectés. À la demande de certains d'entre vous qui ne doivent pas être présents aujourd'hui, j'imagine, cette réunion va être enregistrée et on pourra la diffuser aux personnes qui souhaitent réécouter ou revoir la présentation d'aujourd'hui. Nous travaillons notamment avec Elisabeth Devaisne, mais également avec les collègues du Poitou-Charentes et de l'Aix-Aquitaine depuis maintenant presque 9 mois sur l'organisation de cette campagne en milieu scolaire et bien sûr l'annonce qui a été faite par le président de la République au mois de février a donné une dynamique et un élan particulier à cette action, en sachant qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes évidemment en avance par rapport aux autres régions, puisque nous avons commencé à réfléchir à la problématique en amont. On a essayé de tenir compte des contraintes des établissements scolaires dans la construction du projet et j'espère que vous vous retrouverez dans ce que je vais vous présenter. Il s'agit d'une visio, donc vous aurez la possibilité de poser des questions à la fois dans la messagerie, mais à la fois en levant la main. Ce que je vous propose, c'est peut-être de partager notre réunion en 3 temps. Un premier temps où je vais vous présenter le rationnel de cette action, pourquoi on développe cette action, quels sont les supports épidémiologiques, rapidement, mais je pense que ça peut vous intéresser. Après, vous parlez du déroulement tel qu'on l'a pensé de la campagne dans les collèges avec des inconnus qui sont liés au fait que nous allons recevoir, vous et nous, une instruction de nos ministères, une instruction conjointe qui va certainement affiner et apporter des précisions sur ce que je vous présente aujourd'hui. Et puis, je laisserai la parole après à Nully Breaks, qui est chargée de marketing social chez nous et qui vous présentera toutes les actions de communication qu'on a travaillées justement pour rendre cette campagne plus accessible aux parents et permettre aux parents de donner une autorisation, ne pas donner leur autorisation, mais de manière éclairée. Donc, après ce préambule, je vous propose de vous partager les quelques slides qu'on a préparés et puis qu'on puisse démarrer concrètement cette réunion. Vous serez envoyé, docteur, ou pas? Non, je l'ai pas mis tout de suite. Je suis en train de la mettre. Vous allez me dire si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Ma question consiste au fait de savoir... Oui, on voit. C'est bon, Sylvie. Voilà, on le voit. On les voit. Vous aviez une question? Oui, on les voit à l'écran, mais est-ce qu'on va recevoir ce PowerPoint ou pas? Alors, si vous le souhaitez, à ce moment-là, bien sûr, vous allez le recevoir. Au contraire, plus on va le partager, plus vous en prendrez connaissance et en plus, plus on pourra répondre à vos questions de manière précise. Donc oui, je m'engage à vous le partager et puis également, comme je vous le disais, c'est enregistré. Donc, toutes les réponses aux questions seront également enregistrées. Et nous pourrons également, à partir de vos questions, faire une foire aux questions et je vous expliquerai où tous ces documents seront positionnés. Alors, avant de commencer concrètement, je vous laisse regarder cette première slide. On a essayé de construire un univers graphique oui. Et on reprendra toujours le même. Oui, alors je vous rappelle que je suis en webinaire ensuite. Hein, ouais.
Ouais, ouais, ok. Est-ce Oui, que oui, vous non, mais pourriez, c'était juste pour monsieur, m'assurer est-ce que que vous pourriez éteindre c'était bon, votre merci. Allô? micro, s'il vous plaît? Merci. Donc voilà, on a construit à la fois un univers graphique et également une manière de parler, et on voudrait vraiment que ça va vous être expliqué par Nelly Durix tout à l'heure, mais voilà, on est dans quelque chose qui tranche avec ce qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, 2 mots d'épidémiologie. Alors, je vous passe les questions très techniques sur le virus à ADN, juste pour vous dire que les papillomavirus sont extrêmement nombreux, qui sont à peu près 200, qu'on les trouve partout sur la peau et sur les muqueuses, ce qui explique leur contagiosité, et qui sont divisés en 2 groupes, ce qu'on appelle les papillomavirus à bas risque, qui eux vont donner les verrues, pardon, les condylomes, et puis les virus à haut risque, et il y en a 12 notamment, qui sont responsables de cancer. C'est un virus qui est extrêmement contagieux puisqu'il se transmet par la peau et les muqueuses. Il se transmet le plus souvent lors des premiers rapports sexuels, mais vous voyez, ce n'est pas forcément des rapports sexuels aboutis, et c'est des rapports que peuvent avoir déjà des jeunes adolescents. L'infection est très fréquente, elle touche à peu près 80% des hommes et des femmes qui ont une vie sexuelle. Et c'est l'infection sexuellement transmissible, virale, qui est la plus fréquente au monde. Alors, en France, et je pense que c'est sur cet item-là qu'il faut insister, et c'est ce qui justifie cette campagne de vaccination, c'est que chaque année en France, on observe 6300 cancers qui sont attribuables au papillomavirus. Alors, la moitié d'entre eux sont les cancers du col de l'utérus et qui sont bien connus depuis longtemps, mais vous voyez qu'on a des cancers ORL, et ça, c'est une découverte beaucoup plus récente, des cancers de l'anus, de la vulve et du vagin, et de manière plus anecdotique, du pénis, mais c'est des cancers graves, et 25% de ces cancers concernent des hommes. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Alors, il y en a plus de 30 000 par an, et notamment au niveau du col de l'utérus. Et ces lésions au niveau du col de l'utérus vont être responsables de traitements, notamment de conisation, qui ont des conséquences obstétricales et qui arrivent très tôt dans la vie des jeunes femmes, à peu près 10 ans après leur contamination. Donc, si on se dit que les premiers rapports sexuels, c'est en moyenne autour de 17 ans, vous voyez qu'on dépiste ça chez les jeunes femmes de 27-28 ans, à qui on va proposer des traitements qui peuvent être lourds et qui peuvent entraîner donc soit des troubles de la fertilité, soit des accouchements prématurés, donc soit des fausses couches. Enfin, on a vraiment une morbidité importante. Et puis, on a ces verrues génitales qui, elles, sont très gros nombre, 100 000, et qui sont vraiment lourdes psychologiquement et lourdes en termes de traitement parce qu'elles sont très récidivantes pour les personnes qui en sont atteintes. Donc, c'est un véritable problème de santé publique, alors qu'on a depuis, j'allais dire presque 20 ans, depuis 2007, un vaccin qui est efficace et sûr. Et je pense que c'est vraiment ces mots-là qu'il faut dire. On est face à certainement l'un des vaccins les plus efficaces qu'on ait sur le marché, et un vaccin qui a un très haut profil de sécurité. Alors juste cette pyramide qui permet de vous montrer comment sont distribués les cas de cancer, et vous montrer que chaque année, 1700 cancers sont dépistés chez les hommes. Cette vaccination, elle est recommandée pour toutes les jeunes filles en France depuis 2007 et chez les jeunes garçons depuis 2021. On a deux âges cibles qui sont les 11-14 ans, donc les très jeunes adolescents, pour lesquels on a un protocole vaccinal en 2 doses. Et ça s'explique parce que les vaccins sont extrêmement efficaces dans le début de l'adolescence. Ça, c'est vrai pour tous les vaccins, parce qu'il y a un système immunitaire qui fonctionne particulièrement bien à cet âge-là. Et puis, on peut faire un rattrapage chez les filles comme chez les garçons entre 15 et 19 ans, avec 3 doses de vaccin, là, parce que le vaccin fonctionne moins bien, et jusqu'à 26 ans chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, parce qu'ils sont particulièrement à risque. L'efficacité de cette vaccination, lorsqu'elle est réalisée avant la vie sexuelle, puisque
je vous l'ai dit, les contaminations se font par contact intime. Elle est très proche de 90%. Donc, encore une fois, c'est un vaccin très, très efficace. Et on n'a pas, si on met en regard le préservatif qu'il faut continuer à promouvoir parce que c'est ce qui protège de la majorité des infections sexuellement transmissibles, eh bien, on n'a qu'une protection partielle dans le cadre de ces virus, puisque justement, ils sont portés dans toutes les surfaces de la peau, et donc on peut se contaminer de manière variée, si j'ose dire. Bien sûr, pour lutter contre ces papillomavirus, on a une possibilité de dépistage. Donc là, on dépiste des gens qui sont déjà contaminés, des femmes, et vous savez qu'il y a un programme national entre 25 et 65 ans, et qu'on dépiste même les femmes vaccinées encore à l'heure actuelle. Quand on aura un très haut taux de couverture vaccinale, il est probable que le programme change. Mais en revanche, à l'heure actuelle, on n'a pas de modalité de dépistage chez les hommes, ce qui en fait ce qui fait la gravité des cancers qu'on observe chez eux, parce qu'on les observe tardivement. Et donc, la vaccination est vraiment une vraie protection chez les garçons. Quand on regarde la couverture vaccinale, alors je vous les ai dit que c'était un vaccin qui, chez les filles, est recommandé depuis 2007. Vous voyez qu'on a, alors même que la Nouvelle-Aquitaine est une région particulièrement bien vaccinée, on n'a que 52% des filles de 15 ans qui ont reçu une dose et 46% des filles de 16 ans qui ont reçu 2 doses. Alors, on a des hétérogénéités sur les territoires, et si on regarde ce qui se passe, par exemple, dans la Haute-Vienne, on a des couvertures qui sont particulièrement élevées, mais qui n'atteignent de toute façon pas les recommandations de l'OMS, qui sont d'une couverture de 90% chez les filles. Chez les garçons, alors, l'introduction du vaccin date de 2021, elle est beaucoup plus récente, et seuls 13% des garçons de 15 ans ont reçu une dose, 9% des garçons de 16 ans ont reçu 2 doses, et là, la Nouvelle-Aquitaine se compare complètement aux couvertures nationales. Enfin, il y a une étude de Santé publique France, une étude récente qui date de 2022, et qui montre qu'il y a une très forte inégalité sociale dans le fait d'être vacciné, et qu'on observe les couvertures les plus élevées chez les jeunes filles dont les parents se disent à l'aise financièrement, ont un haut niveau d'études supérieures et sont de nationalité française de naissance. Et ça, ce fait-là, il est très important parce que c'est aussi dans les populations les plus défavorisées qu'on va diagnostiquer le plus de cancers, notamment parce que chez les femmes, elles se font moins bien dépister. Et donc, il y a un vrai enjeu de santé publique et de réduction des inégalités sociales de santé, de proposer et d'insister sur cette vaccination. Alors, pourquoi on a envisagé cette vaccination dans les collèges, et pourquoi nous, en Nouvelle-Aquitaine, avec l'éducation nationale, on a souhaité travailler sur ces modalités? Eh bien, donc, je vous ai expliqué la faible couverture vaccinale. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière, une étude de l'INCa, qui a interrogé des parents pour savoir pourquoi ils n'avaient pas fait vacciner leurs filles de 11 à 14 ans. Et dans 40% des cas, ils ont expliqué que leur médecin ne leur avait pas proposé. Or, parallèlement, on a l'expérience de l'Australie, qui, eux, vaccinent depuis 2008, qui vaccinent les garçons et les filles à l'école et qui ont des couvertures vaccinales au-delà de 80% et qui montrent, puisqu'ils ont un recul suffisant, qu'ils ont une diminution de 77% des infections qui étaient liées au type de cancer au génotype de papillomavirus contenu dans le vaccin, 50% de réduction du taux des lésions précancéreuses et 90 à 95% de réduction des condylomes. Et en Australie, ils imaginent tout à fait dans les années qui viennent éradiquer le cancer du col de l'utérus notamment. En Europe, la vaccination des adolescents, elle se fait dans le cadre scolaire dans un certain nombre de pays. Alors au Royaume-Uni, où ils ont une couverture vaccinale de 84%, en Espagne 73%, mais aussi en Suède, au Portugal, et on a là aussi des taux de couverture vaccinale extrêmement importants.
Et puis, beaucoup plus loin de chez nous, on a le Mexique qui vaccine aussi en milieu scolaire et qui a un taux de couverture vaccinale de 90%. Et on se rend bien compte que si on s'adresse à des élèves scolarisés, eh bien, on touche toute une classe d'âge et on a vraiment un impact sur cette réduction des inégalités sociales et territoriales. Et c'est pourquoi le président de la République a décidé de rendre cette vaccination accessible à tous les élèves de 5e, et ça a été annoncé donc au collège de Jarnac le 28 février 2023. Et vraiment, ça conforte l'action qu'on avait travaillé ensemble avec les rectrices et les conseillers techniques des rectrices. Donc, je vous ai dit qu'on y travaillait depuis longtemps. On a travaillé aussi avec l'assurance maladie pour voir comment on pourrait avoir mobiliser des remboursements. Et puis, également avec tous les professionnels libéraux qui vaccinent, médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, dans l'idée qu'on était tous ensemble associés pour promouvoir cette vaccination. Et leur rôle sera bien sûr soit de vacciner dans leur cabinet, de relayer l'information ou de participer aux équipes mobiles qui vont être constituées par les centres de vaccination. On a lancé un appel à candidature pour recruter des centres de vaccination. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 644 collèges et on aura recruté 23 centres de vaccination qui vont être appariés avec vous. On a à peu près, on a essayé d'apparier avec le nombre de collèges, mais aussi le nombre d'élèves dans les collèges qui nous a été fourni par vos rectrices. Et puis, bien sûr, on s'assure de la prise en charge par l'assurance maladie. On a travaillé aussi sur un circuit qui respecte la réglementation sur la protection des données et bien sûr qui respecte aussi l'impératif d'hébergement des données de santé. On a des impératifs qui étaient la nécessité de recueillir les autorisations des 2 parents, un impératif de vous faciliter le travail de recueil de ces autorisations. On a considéré que c'était vraiment un impératif dès le départ quand on a commencé à travailler et on a fait le choix d'une solution dématérialisée que je vais vous proposer. Et puis, on a besoin de suivre en temps réel à la fois le taux de réponse des parents, pas forcément le taux de réponse positive, mais au moins le fait que les parents répondent à cette demande d'autorisation. Et puis, de suivre en temps réel la campagne de vaccination, on aura des indicateurs à remonter au niveau national. Alors, voilà la répartition des centres de vaccination. Et vous voyez qu'en fonction de la densité en collège et en nombre d'élèves, on a des départements comme la Gironde qui vont avoir 5 centres de vaccination, comme la Corrèze ou la Creuse qui a un seul centre de vaccination, et puis le Limousin qui en a 2. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir à peu près une population identique au moins en nombre couverte par un centre de vaccination. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on puisse répondre à des questions maintenant déjà? Alors, non, il n'y a pas de questions. Je continue. Alors, donc, encore une fois, vous aurez cette diapo. Celle-là, elle est extrêmement chargée. Mais l'idée, c'est qu'on puisse communiquer avec les parents via vos logiciels scolaires, vos applications scolaires, type Pronote, ou je pense qu'il y en a d'autres, qui permettront d'envoyer un lien aux parents dès le mois de juin sur un site d'information sur cette maladie et ce vaccin, et puis au mois de septembre sur une plateforme de recueil des autorisations qui s'appelle Mes démarches sociales. Cette plateforme, c'est une plateforme développée par le ministère de la Santé. Elle est bien sûr RGPD et elle est hébergeur de données de santé. Ça se permettra de recueillir les autorisations parentales,
de faire un seul dossier, en fait, de rapprocher les autorisations du parent 1 et du parent 2, de faire un seul dossier, d'envoyer ce dossier au centre de vaccination, donc classé par collège, et permettre au centre de vaccination de préparer sa campagne de vaccination. Au préalable, bien sûr, les centres de vaccination auront pris contact avec vous. Dans la majorité des cas, j'espère qu'ils vont le faire au mois de mai ou au mois de juin pour que vous puissiez nommer un référent qui vous donne un interlocuteur privilégié et qui ait tout ce temps d'échange nécessaire qui puisse se faire. On sera donc en mesure également de suivre en temps réel le dépôt des autorisations et peut-être d'être amené et de communiquer avec vous pour vous dire attention, il n'y a pas suffisamment d'autorisations qui sont déposées et peut-être que vous puissiez toujours par le biais de votre application scolaire envoyer une petite relance aux parents. On préparera des mails tout faits, il n'y aura plus qu'à les pousser, enfin plus que bien sûr c'est du travail, mais voilà, de les pousser. Et puis encore une fois, on va suivre de manière très proche les vaccinations et la plateforme de recueil des autorisations sera fermée le 30 septembre et les vaccinations, la première dose aura lieu entre octobre et décembre et la deuxième dose entre avril et juin. Si tu me permets, je ne sais pas si je peux prendre la parole, j'ai levé la main, mais je ne sais pas comment ça se passe. Si. Je ne remets pas en cause l'organisation qui a certainement été réfléchie, analysée. Je crois beaucoup sur les logiciels vie scolaire qui permettent d'établir une liaison avec les familles. Au sein de l'éducation prioritaire, la meilleure utilisation qu'on a avec ces logiciels, c'est de passer par des SMS. Voire pour certaines familles, les appeler directement au téléphone parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. Donc là, sur des établissements d'éducation prioritaire, il y a quelques collègues comme moi qui y sont confrontés. Je pense que cette solution informatique n'apportera pas forcément les résultats escomptés. Donc peut-être qu'il faudra trouver des solutions alternatives qui nous permettront de recueillir les autorisations des familles, voire travailler avec les acteurs des quartiers, parce que pour certaines familles, ce sont des sujets qui sont peut-être difficilement abordables. Voilà, je m'arrêterai là. Non, mais vous avez tout à fait raison de souligner cette question. Ce matin, j'ai rencontré un certain nombre de centres de vaccination. C'est quelque chose dont ils sont tout à fait conscients et c'est pour ça que ce dialogue très en amont avec vous, mais on attendait cette réunion pour qu'ils puissent vous appeler, et elle nous paraît vraiment importante et on a bien dans l'idée que dans certains cas, cette dématérialisation ne sera pas possible et qu'il y aura besoin d'un passage papier ou autre système. Mais on avait vraiment besoin de cet échange avec vous et c'est effectivement quelque chose qu'on avait à l'idée et comme on souhaite réduire les inégalités de santé, il faut qu'on soit particulièrement vigilant à cette action-là. De la même manière, vous avez certainement entendu parler ou pas d'une étude qui s'est tenue avec l'École des hautes études en santé publique et certains collèges sur des actions qui s'appellent Trêve HPV et sur des actions qui sont particulièrement efficaces en matière d'information sur la vaccination et qui sont particulièrement développées dans les secteurs d'éducation prioritaire. Là aussi, on va les transmettre au centre de vaccination pour qu'ils puissent travailler avec vous sur l'un ou l'autre volet, justement pour toucher ces familles qui en auraient besoin. Donc, on est tout à fait à l'écoute de vos propositions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Madame Serre, Madame Serre Tourniero, voilà. En fait, c'est simplement ma prise de parole complète les propos de mon collègue, mais dans un autre, par rapport à d'autres, comment dire, un autre questionnement, mais toujours sur la communication. Donc, je suis principale d'un petit collège en zone rurale et pour des raisons tout à fait différentes, l'utilisation donc de Pronote
ou d'outils tels que plateformes sur lesquelles les parents devront se réinscrire posera également un problème dans mon établissement parce qu'il existe des zones blanches encore dans certaines campagnes limousines et je suis sûre de ne pas être la seule à ne pas être la seule concernée. Donc effectivement, on aura les mêmes interrogations quant à la communication avec les familles et quant à l'inscription. Encore une fois, merci beaucoup. Alors encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait discuté notamment avec Elisabeth Deven. On sera tout à fait en mesure de distribuer des autorisations papier, de recueillir les réponses et également, plutôt que d'envoyer sur un site, de distribuer des flyers avec l'information. Merci. Je crois qu'il y avait le collège Bloom. Oui, bonjour, Madame Garbeau au Collège Bloom. Vous parliez tout à l'heure de relance s'il y a un minimum de vaccination, enfin du nombre d'inscriptions, d'intention de vacciner leurs enfants. Est-ce que vous avez fixé un taux par rapport à cette relance? Parce que si je me base sur la dernière campagne de vaccination, dans mon établissement, il y a eu 7 élèves sur 467 qui ont été vaccinés contre donc le Covid. Et donc, je voulais savoir si vous aviez décidé de choses par rapport à ça, de quotas, par rapport notamment à la population des élèves concernés. Alors non, on n'y a pas encore travaillé. Ce qu'on sait, c'est que, parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur une expérience qui a été menée dans le Grand Est auprès de collèges et en règle générale, ils avaient à peu près 60 à 65% des parents qui avaient répondu et au sein de ces 65%, environ 48% qui répondaient de manière positive et ce qui faisait un taux de vaccination autour de 24%. Notre objectif, c'est effectivement d'aller au-delà. Donc peut-être qu'on peut… il faut qu'on se fixe des quotas, mais on sera nettement supérieur à ce qui se passe pour la Covid parce qu'on n'a pas, en tout cas de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et notre chargé de communication vous en parlera tout à l'heure, on n'a pas de retour négatif et on a plutôt des gens qui sont intéressés. Alors, il y a vraiment des messages qui sont importants parce que ça aussi, ça a été testé dans le cadre de cette étude PrEV-HPV, c'est que parler de sexualité, de lier cette vaccination avec la sexualité, les parents n'adhèrent pas parce qu'ils ont l'impression que leurs enfants sont encore très petits. En revanche, si on leur dit qu'on va protéger leurs enfants contre des cancers, et ce qui est la réalité, c'est un message qui passe beaucoup mieux et ils ont le sentiment, à juste titre, de protéger leurs enfants contre quelque chose de grave. Donc, en fait, tout est dans le discours et ils n'avaient pas du tout cette approche dans les études qui ont pu être menées sur la Covid. Je me permets de reprendre la parole. Par contre, vous avez bien précisé que tous les messages seront rédigés par vos services. On n'aura pas de messages, nous, à rédiger. Hein. Donc, tout ce qui est, voilà, les arguments que vous nous exposez, c'est vous-même qui pourrez nous les donner, c'est ça? Oui, tout sera du prêt à envoyer, mais ça vous sera développé tout à l'heure. On a prévu une page internet sur le site de l'ARS où vous pourrez retrouver tous les messages, où vous allez retrouver ces diaporamas. On a fait mardi une demi-journée avec vos professionnels de santé. Là, on a des informations plus détaillées sur le plan scientifique. Tout ça, ça sera retrouvé. Et puis, on aura ce site internet à destination des parents et on pourra être amené à imprimer des flyers si nécessaire. Et puis, encore une fois, tous les professionnels de la région, alors je ne vous dis pas qu'ils vont tous adhérer, mais quand même, ils devraient être le relais de cette information et de cette campagne nationale et régionale. Si vous voulez, je vous propose qu'on avance sur la suite. Non. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre. Mais non, ça ne marche pas. Tu sais, il faut que tu descendes encore. Ça ne marche pas. Tu Regarde. partages plus. Non, je partage. Il faut cliquer sur Tu vois, il faut cliquer en dessous, là. Regarde. Tu cliques sur une zone et après tu peux partager. Non. C'est ça là? Oui. Voilà. Donc,
là, vous êtes moins concernés. Juste pour vous dire qu'on est en train d'élaborer ce cahier des charges à destination des centres de vaccination, qu'on a à l'heure actuelle quelques inconnus qui devraient être précisés par l'instruction nationale, qui est notamment, est-ce qu'il y a un travail qui est en cours au niveau national pour l'élargissement des compétences de prescription de vaccins aux infirmiers et aux pharmaciens. Si ce décret est passé avant la fin de l'été, on pourrait éventuellement avoir des équipes mobiles composées uniquement d'infirmiers. Si ce décret n'est pas encore mis en œuvre ou si les infirmiers n'ont pas le temps de faire la formation, vous aurez des équipes mobiles composées de médecins ou de sages-femmes qui ont la compétence de prescription et d'infirmiers. Voilà, juste pour vous donner cette information. Donc, en termes de calendrier, donc c'est ce que je vous ai dit, une première information pour les parents d'élèves de 6e au mois de juin. Elle interviendra après une conférence de presse qui aura lieu tout début juin avec vos rectrices et notre directeur général qui vont lancer cette action. Au mois de septembre, un nouvel temps de communication et le lien pour recueillir les autorisations, le suivi en temps réel et puis la vaccination. Et entre en décembre, janvier, on fera une première évaluation sur combien d'élèves ont été touchés par cette mesure et une évaluation définitive pour évaluer l'augmentation de la couverture vaccinale en juillet 2024. Et bien sûr, l'ensemble de ces informations vous seront partagées. Je vais passer la parole à Nelly Durix sur tout ce qui est communication. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le plan tout d'abord, vous avez un aperçu général du plan de communication. Donc, depuis le mois de janvier, parce qu'il y a eu déjà de précédentes vagues de sensibilisation. Ça a débuté bien avant même l'année dernière. On faisait déjà régulièrement des focus sur les réseaux sociaux sur cette thématique. Ça nous a permis de monter un peu en expertise au niveau du message. Et donc, en fin d'année, nous avons préparé une nouvelle et plus grosse campagne sur les réseaux sociaux avec 2 cibles. Une à destination des parents sur les réseaux sociaux classiques, type Facebook et Instagram, et une autre cible, les ados, donc sur TikTok. Donc, on a créé un nouvel environnement visuel, je vais vous le présenter après. Les réseaux sociaux ont vraiment l'avantage d'avoir un contact direct avec les publics, d'avoir les commentaires, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et déjà, le fait comme vous le disiez, le docteur Kelly, le fait de parler de protéger son enfant contre des cancers, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret que de parler de maladies graves ou par exemple d'autres maladies comme la Covid, qui n'est pas forcément très effrayante, surtout pour les adolescents. Donc là, ça nous a permis d'affiner ça, mais aussi en termes au niveau du message sur la sexualité, parce qu'on savait que le fait de parler de sexualité avec ce vaccin, c'était plutôt un frein, parce que les parents ont l'impression que dès qu'ils vont faire vacciner leur enfant, ça va être le début, ça va lancer le top départ de la vie sexuelle. Donc là, l'astuce a été de dire, on protège son enfant contre des cancers que l'on a plus tard. Donc voilà, c'est un peu ce que nous a permis de mettre en place ces premiers messages. Donc on s'est ensuite, évidemment, on s'est rapproché de l'ensemble des professionnels de santé, des ordres et des URPS pour avoir un message commun, une campagne commune, et puis mettre à leur disposition tout un kit d'outils, parce qu'il y a forcément des familles qui ne vont pas vouloir, qui préféreront faire vacciner leur enfant chez leur médecin ou un professionnel de santé, ou bien qui voudront simplement avoir l'avis du médecin. Donc c'est important que l'information et les outils soient mis à leur disposition.
Donc, il y aura après cette première vague d'informations, donc début juin, comme vous l'indiquez, à partir d'une conférence de presse qui aura lieu le 7 juin. Donc, ce premier message sera envoyé via les applications Pronote ou autrement. Hein, ça peut être, on verra pour mettre en place d'autres solutions plus papier s'il faut. Et donc, il invitera à aller sur un site internet vraiment dédié à la campagne et vraiment ciblant, enfin, qui s'adresse aux parents et aux familles, qui sera enrichi de vidéos, témoignages, d'informations sur la campagne, d'arguments en faveur de la vaccination, d'une foire aux questions et aussi d'une possibilité d'envoyer ces questions via une adresse mail dédiée avec une réponse rapide. Et ensuite, forcément, il y aura aussi une campagne sur les réseaux sociaux qui s'étalera pendant tout l'été jusqu'au mois de septembre pour continuer à informer et à inciter à aller sur le site dédié. Il y aura aussi tout un pan de communication institutionnelle, c'est incontournable, avec des réunions avec les partenaires, comme on le fait là, mais on continue. Et puis, une conférence de presse. Puis, l'été passé, en septembre, il y aura vraiment le temps fort, le message qui sera envoyé pour obtenir les autorisations des parents, puis qui renverra encore vers le site internet et surtout vers le site pour le formulaire dématérialisé pour obtenir les autorisations, et puis aussi une campagne de presse. Donc, je vais vous présenter les visuels qui ont été retenus et les messages. Donc là, c'est un visuel qui change un peu, qui est plus progressif. D'habitude, on met vraiment en avant le fait que se vacciner, c'est se protéger. Là, c'est un temps avant, on propose déjà d'en parler, de s'informer et d'en parler. Et donc, c'est ça le slogan, HPV en parler, c'est déjà se protéger, parce qu'on suppose que si on invite à en parler avec son enfant, ou ça peut être entre adolescents, ou avec un professionnel de santé, on sera aussi peut-être informé au préalable. Donc là, vraiment, l'objet, c'est d'inviter à s'informer et donc d'aller sur la source d'information qui est liée, en l'occurrence, le site internet. Donc, les outils qui seront mis à disposition. Donc, il y aura un flyer. Ce flyer reprendra, enfin, on a au niveau des acteurs de santé publique, voilà, on a vraiment ces arguments sur la vaccination HPV. Il y a vraiment des arguments, 10 arguments clés. Donc, c'est le lien qui est indiqué là sur la première partie de la slide. Vous pouvez aller voir, voilà, c'est vraiment les 10 arguments clés autour de la vaccination HPV. 80% d'entre nous vont être concernés par une infection HPV au cours de sa vie. Ça concerne les hommes et les femmes, c'est 6400 cancers par an. Donc voilà, il y a d'autres arguments forts comme ça. Il y aura du coup le site dédié. Dans ce site, il y aura des informations sur la campagne, son déroulement, alors avec une façon d'être présentée assez en 10 points clés, de façon à avoir une information rapide. L'explication sur le vaccin, les virus. Alors cette explication, elle pourrait être portée à travers différentes vidéos. Vidéo d'un expert scientifique qui vient un peu expliquer la sécurité du vaccin, la fiabilité du vaccin, son efficacité. Une vidéo d'un médecin libéral qui répond aux questions qui peuvent être posées en consultation, d'une famille. Donc du coup, on a une vidéo témoignage d'un père et sa fille et d'un chef d'établissement. Il y aura aussi un motion design suivant. Voilà, c'est un motion design, c'est une vidéo avec du texte animé, ou là en l'occurrence, ce sera les personnages de la campagne qui seront animés de façon à présenter de manière dynamique la campagne. Il y aura aussi tout plein d'autres sources qui viendront enrichir ce site,
notamment un travail qui avait été réalisé avec des collégiens des Deux-Sèvres, d'un collège de Niort. Donc, ils ont fait une vidéo qui a été coupée en 3 séquences. Et c'est eux qui m'ont expliqué le vaccin, le papillomavirus. Donc, c'est vraiment des vidéos qui sont très chouettes. Je pourrais vous les peut-être passer à la fin. Je ne sais pas si on aura le temps. Mais vraiment, c'est le message qui est porté par les enfants eux-mêmes, enfin, les pré-ados eux-mêmes. Et c'est assez efficace, c'est dans leur univers. Donc, ça peut même être visionné voilà, dans les familles directement, mais même, pourquoi pas en classe et commenté, ça peut être intéressant. Je vais vous présenter la partie institutionnelle, la communication institutionnelle. Donc c'est moi ma partie, mais je vais vous en dire. Donc en effet, il y aura un point presse et au niveau grand public, donc un point presse avec aussi au mois de septembre une visite, peut-être des points presse qui seront organisés dans des établissements qui vaccinent. Il est prévu aussi des partenariats avec les collectivités pour des affichages. De l'affichage urbain, des encarts publicitaires. Alors là, il est indiqué Sud-Ouest, mais c'est parce qu'on a un partenariat avec Sud-Ouest au niveau de la presse. Donc là, c'est Sud-Ouest, mais il y aura aussi de l'achat d'encarts payants dans d'autres revues. Évidemment des réseaux sociaux encore. Les partenaires, ça sera d'informer tous les partenaires comme je vous l'ai indiqué auparavant, conseil régional, les préfectures, l'assurance maladie. Donc là, il y aura un gros webinaire qui va être organisé au mois de mai avec la mise à disposition d'un kit de communication et nous-mêmes en interne, parce que les agents peuvent être eux-mêmes des ambassadeurs. À l'ARS, il y aura évidemment une sensibilisation des agents à cette campagne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on a une main levée qui est... Docteur Devlotte, oui, collège Jean-Luc Voilà, Sabouy. allez-y, je vous prie. Merci, docteur. 2 remarques, mais que vous devez déjà connaître, mais c'est pour être certain de les vérifier. Vous avez parlé d'une conférence de presse le 7 juin prochain, d'une campagne qui concernait les élèves de 6e. Or, nous n'aurons dans nos logiciels Pronote les élèves de 6e qu'à partir du mois de septembre. Au mois de juin, pour communiquer, il faut passer par les IEN, les directeurs d'école, et donc l'école primaire. Et la deuxième chose, j'entends parler de Sud-Ouest, quotidien que je connais, mais l'habitude corrézienne est plutôt de lire la montagne. Sud-Ouest, c'est pour ceux qui ont des résidences secondaires. Donc, je suppose que vous y avez pensé. Donc, 2 remarques que vous maîtrisez sûrement parfaitement, mais est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, les élèves de 6e, quand j'ai parlé des élèves de 6e, c'est les élèves de 6e en 6e aujourd'hui. Donc, vous les avez dans vos établissements, puisque ça sera les 5e du mois de septembre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir informer les parents avant qu'ils partent en vacances, qu'ils aient le temps justement d'aller sur le site, d'en parler entre eux. Vraiment, l'objectif, c'est qu'ils prennent une décision éclairée, avec des arguments. L'autre, bien sûr, on a pensé à toute la presse quotidienne. L'exemple de Sud-Ouest, parce qu'on est à Bordeaux, et excusez-nous, c'est bien sûr l'idée, c'est de pouvoir relayer cette information par la presse locale quotidienne. Merci. Alors, sur est-ce qu'il faudra se rendre dans un centre de vaccination? Eh bien non. L'objectif, c'est que ce soit le centre de vaccination qui vienne à vous. C'est pour ça que vous allez avoir le responsable des centres qui vont vous contacter pour se présenter. Alors,
je peux déjà vous dire que le centre en Corrèze, c'est une clinique de Brive, c'est une clinique privée. En Haute-Vienne, ça sera le CHU et la ville de Limoges. Et dans la Creuse, c'est le CH de Guéret. Donc, on a essayé de travailler. D'abord, cet appel à leur candidature nous a permis de recruter des personnes très involontaires et très intéressées par le sujet. Et donc, effectivement, je leur avais demandé d'attendre aujourd'hui dans le Limousin, puisque ailleurs, il y aura d'autres webinaires pour vous contacter, pour qu'on ait eu le temps d'échanger avant. Et ils viendront sur place et donc vous allez établir avec eux un planning pour la vaccination. Donc, vous n'aurez pas de déplacement. Sur les médecins scolaires, alors là, malheureusement, ça ne relève pas de moi et je ne peux pas, je suis bien d'accord avec vous, il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires, mais je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas je pense que Elisabeth Devaine qui est présente pourra vraiment vous le dire, on n'est pas dans l'idée, c'est ne pas rajouter du travail supplémentaire au service de santé scolaire, infirmières et médecins dont on sait qu'ils sont vraiment en grande difficulté. C'est vraiment d'apporter des équipes extérieures. Alors, pourquoi ne pas l'avoir rendu obligatoire? La politique vaccinale, elle est décidée, elle est proposée au ministre par la Haute Autorité de Santé. Et vous savez que c'est très compliqué de rendre un vaccin obligatoire. Il y en a uniquement les vaccins des nourrissons qui sont obligatoires. Et après, on a tout un devoir d'information et de conviction des parents pour qu'ils prennent la décision pour leurs enfants plus âgés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On a été au bout de vos questions. On a répondu à toutes vos interrogations. Excusez-moi, Madame Serre-Tourniero à nouveau. Je pense que j'ai loupé une petite partie parce que j'ai été appelée. Est-ce que vous avez précisé si les élèves allaient se déplacer dans les centres de vaccination? Non, alors les élèves… Parce que je n'ai pas entendu. Non, mais vous avez raison, c'est important d'insister dessus. Les centres de vaccination vont se déplacer vers vous. Merci, je vous remercie pour cette précision. Vous êtes dans quel département, madame? La Haute-Vienne. Alors, la Haute-Vienne, ça sera soit un centre de vaccination qui dépend de la ville de Limoges, soit le CHU qui se déplacera chez vous. D'accord, très bien, merci. Pour vous dire qu'on a choisi des équipes qui sont vraiment expérimentées et donc la ville de Limoges a un centre de vaccination depuis très longtemps et le CHU… Voilà, vraiment, il n'y aura pas de problème de sécurité. Le collège Blum. Oui, encore moi, je suis désolée de vous embêter, mais sur la mise en place pratique de la vaccination, c'est-à-dire donc j'ai compris que le centre de vaccination venait se déplacer avec son personnel, avec son matériel, j'imagine aussi, compresse, tout ce qu'il faut pour eux. Et donc l'utilisation de l'infirmerie pendant ce temps-là, comment ça va s'organiser clairement? Quels sont les besoins matériels qu'il vous faudra? Est-ce que vous aurez besoin de l'infirmière scolaire? Et qu'en est-il de l'accueil des élèves sur ces périodes-là par l'infirmière scolaire, notamment dans le lieu infirmerie? Ou est-ce que c'est une simple salle? Voilà. Alors, ça peut être l'infirmerie, mais ça peut être… Moi, je me suis déplacée au collège de Jarnac. Voilà, c'était dans la bibliothèque et il y avait un coin réservé à la vaccination. Et bien sûr, le centre de vaccination s'était déplacé avec l'intégralité de son matériel. En l'occurrence, là, l'infirmière était présente, mais pour aider, pas pour… et c'était un personnel de la vie scolaire qui allait chercher les enfants et qui les ramenait dans leur classe, et les cours n'ont pas été interrompus parce qu'en fait, entre le moment… si on fait des petits groupes d'enfants, la vaccination, l'acte dure 5 minutes. Donc, si on fait 5 enfants par 5 enfants, il y a une espèce de roulement toutes les 20 minutes.
Donc, il y aura une mobilisation des personnels pour l'organisation. Est-ce que vous avez prévu des rémunérations pour les assistants d'éducation, comme ça avait été le cas dans la campagne de vaccination précédente? Parce que qui dit un AED, un assistant d'éducation qui va chercher les élèves, qui fait des petits groupes, dit que cet assistant d'éducation ne participe pas à ses missions habituelles de surveillance des élèves. Donc, est-ce qu'il y aura des rémunérations prévues, comme ça a été le cas, encore une fois, pour la campagne de vaccination Covid? Alors, écoutez, à notre niveau, non. C'est une campagne qui est coportée par votre ministère et le nôtre. Voilà, à ce niveau-là, non, mais je pense que la question peut être posée à votre rectrice. Encore une fois, j'insiste, c'est une campagne coportée. L'instruction, elle sera signée de nos 2 ministres et cette instruction décrit en fait la responsabilité de chacun. Nous, ARS, on a la responsabilité d'organiser la campagne de vaccination. Ce qui se passe au sein de l'établissement ne relève pas de nous. Donc, je suis désolée, je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce qu'une autre personne veut prendre la parole ? Bien, écoutez, ah oui, monsieur ou madame Rouberti. Je vous en prie. Monsieur ou madame Rouberti. C'est madame Rouberti, hein, mais elle est dans une zone où il y a… J'ai coupé mon micro. Je voudrais juste savoir si les médecins généralistes ont été consultés et qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est quand même le conseil du médecin de famille ou autre est quand même important sur la vaccination, me semble-t-il. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, on a travaillé depuis le départ avec les ordres des médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et les unions régionales également. Il y a un document qui va être co-signé par le président du conseil régional de l'ordre et notre directeur général d'ARS. Bien sûr, ils ont été informés et bien sûr, ils sont mobilisés à plusieurs titres, à la fois, comme vous le dites très justement, pour conseiller la famille, à la fois pour aller vacciner. Il y a un certain nombre de centres de vaccination qui ont déjà consulté les médecins autour des collèges pour que ce soit eux qui aillent vacciner au sein des collèges, et puis pour eux-mêmes réaliser la vaccination, parce que je vous ai parlé de l'expérience du Grand Est, et on a vu que les vaccinations étaient très largement partagées entre celles qui étaient faites en milieu scolaire et celles faites en secteur libéral. Donc oui, cette action, c'est vraiment une action qui est faite en concertation avec tous les partenaires. Merci. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous propose qu'on en arrête là. Vous aurez… Il y a des questions dans le… Docteur, il y a des questions dans le chat, si vous voulez. Voilà. S'il vous Je vais plaît. vous synthétiser ce que fait le chef d'établissement en pratique. Alors, pour les chefs d'établissement, c'est uniquement, c'est déjà beaucoup, c'est effectivement faire le planning de la vaccination et mettre à disposition une salle et s'assurer que les liens avec les familles se font bien. Pour vous dire, nous, on a vraiment essayé de le faire de manière dématérialisée pour qu'il y ait le moins de travail possible. Les projets d'instruction proposent, eux, uniquement des autorisations papier, où là, ça serait beaucoup plus lourd. Donc, on essaye d'avoir minimisé le travail pour vous. Il y a une autre question sur pourquoi les cliniques privées. Donc, ce n'est pas une question d'argent parce qu'en fait, comme c'est une action publique, les structures seront remboursées 1 euro pour 1 euro. Donc, il n'y aura pas dans le cadre d'une comptabilité analytique, donc ils ne vont pas gagner d'argent là-dessus.
Je pense que là où on les a trouvés, on était bien content de les trouver parce qu'on n'avait pas d'acteurs publics qui s'étaient mobilisés sur ce territoire. Donc, on est allé un petit peu les chercher. Et c'est aussi intéressant, il me semble, pour vous dire, on a 3 centres portés par une structure privée pour 20 portés par une structure publique, donc ils sont largement minoritaires. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir diversifier et d'avoir des centres dans tous les départements. Et quant à la prime pour le chef d'établissement, encore une fois, ça ne relève pas du tout de moi. Je propose d'en parler à votre rectrice. Voilà, par contre, on va être… Oui. J'ai encore une dernière question, mais j'aurais dû y penser avant. À nouveau, Madame Serre-Tourniero, Oui. Aurons-nous accès à l'interface des familles sur l'outil numérique sur lequel ils vont devoir aller chercher les informations et s'inscrire? Alors non, sur ce qui, enfin, on peut vous donner un accès à mes démat sociales, ça c'est pas un problème. En revanche, vous n'aurez pas accès aux dossiers qui seront déposés parce que c'est des dossiers avec des données médicales et de fait. Bien sûr, bien voilà. sûr. Évidemment, c'était pas l'objet de ma question. C'est vraiment pouvoir aider des familles qui sont loin de l'utilisation des outils numériques pour les conseiller peut-être dans la façon dont ils vont devoir compléter peut-être un questionnaire ou je ne sais pas, mais ça nous arrive très souvent en tant que chef d'établissement ou autre personnel de l'éducation nationale dans un établissement scolaire de devoir aider et guider des familles qui sont très mal à l'aise avec l'outil numérique. Alors, si vous le souhaitez, et à ce moment-là, il faudra vraiment que vous… Soit parce qu'en fait, c'est des liens… On vous envoie à vous, chef d'établissement, le lien vers cette plateforme et avec le guide d'utilisation et comme ça, vous créez un compte avec un mot de passe, etc. Je pense que probablement, ça sera le plus simple. On sera peut-être peu sollicité, hein, mais voilà, j'imagine… Vous avez tout à fait raison. On va faire comme ça. Et sinon, justement, moi, j'ai une question par rapport aux difficultés. Enfin, comment vous faites du coup pour communiquer dans le quotidien, communiquer avec les familles? C'est toujours par papier, du coup, quand ce n'est pas possible via téléphone, oui, ou téléphone. Ou téléphone, d'accord. Okay. Donc vraiment, ok. Donc ça serait pour certains plus pratique du coup d'avoir la version papier pour les autorisations ou même pour les… Absolument. Bien, écoutez, de toute façon, encore une fois, vous allez avoir un lien privilégié avec un centre de vaccination et donc on leur mettra à disposition l'ensemble des documents pour qu'ils puissent vous les apporter. Je suis obligée de vous laisser parce que j'ai une autre réunion et je vois que les personnes se connectent. Merci beaucoup. On vous envoie tous ces documents. Au revoir. Au revoir.